Je suis Christelle Célis, sorcière multicasquette, créatrice de Ma vie de sorcière et du Coven Initiation. Ici, pas de travail de surface, je t'invite à faire de la magie en invitant ton âme à agir, à regarder véritablement qui tu es, le monde qui t'entoure dans toutes ses formes et dimensions et créer ainsi ce que tu veux vivre. Seule ou accompagnée, je m'engage à vulgariser l'énergétique et la sorcellerie avec des conseils, des retours d'expérience et des outils de sorcière. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à cliquer dans la description de ce podcast sur le lien du Coven Initiation qui sera parfait pour toi si tu veux développer tes intuitions, enrichir tes savoirs exotériques, rencontrer des sorcières passionnées comme toi afin de connecter à cette magie unique que tu as en toi. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Bien le bonjour chères sorcières, bienvenue dans ce nouvel podcast du jour. Je suis Christelle Célis de Ma vie de sorcière et aujourd'hui on va parler de justement les cas où tu n'es pas responsable de ce qui t'arrive et je fais ça pour venir équilibrer, pour venir doser les trois podcasts que je vous ai fait cette semaine sur la responsabilité et le courage. Et c'était important pour moi d'amener cette nuance parce que peut-être que tu ne le sais, peut-être que tu ne le sais pas, mais lors de mon accompagnement individuel, élévation, depuis toujours que je fais ce métier, j'ai principalement toujours accompagné des femmes qui ont été violées, qui ont vécu des incestes ou qui ont été violentées. Et c'est pour ça que j'ai à cœur de mettre un petit disclaimer sur ce que j'ai dit précédemment, sur cette notion de responsabilité, sur cette notion de ce qui se joue à l'intérieur de nous et dans nos vies et en réponse à ce qu'on est. Pourquoi c'est important de mettre un petit disclaimer ? Parce que pour les personnes qui ont été victimes de trauma, ce sont souvent des personnes qui culpabilisent alors qu'elles n'ont pas à culpabiliser. Donc cet épisode est principalement pour vous, pour ces personnes qui ont pu vivre des traumas, qui sont du coup dans une dissociation traumatique et qui tout simplement vont être sujets à de la culpabilité et qui vont être sujets à plusieurs facteurs qu'on va développer ensemble aujourd'hui dans cet épisode. Donc forcément, c'est totalement décorrélé de ce que j'ai pu te parler juste avant dans les épisodes de cette semaine, des personnes tout simplement qui étaient face à des schémas répétitifs et qui se bougeaient pas les doigts du cul et qui restaient juste sur des petits rituels en espérant qu'il y ait des changements. Là, on va parler de totalement autre chose et c'est pour justement sortir de cette culpabilité que les victimes de trauma, que les victimes d'inceste et que les victimes de viol ressentent d'ailleurs très 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 souvent. Déjà, il faut savoir que généralement, ce qu'on va trouver lorsqu'on est victime et lorsqu'on a vécu ce genre de trauma, c'est déjà la difficulté de pouvoir le nommer et la difficulté de pouvoir dire que ça nous est arrivé. Et c'est notamment aussi dû à cette dissociation et c'est pour ça que j'avais très à cœur de te parler de ça parce que la dissociation, c'est vraiment quelque chose qui est une réponse au trauma et qui est une réponse que notre cerveau va mettre en place pour tout simplement pouvoir survivre suite à ce qu'on a vécu comme traumatisme. Et c'est pour ça que c'est important. Par exemple, hier, j'étais justement en consultation élévation avec une femme qui a vécu une agression sexuelle et qui aujourd'hui n'est pas en mesure de nommer ça. C'est-à-dire qu'elle a bien conscience qu'il n'y avait pas consentement, que ce qu'elle a vécu c'était pas normal, mais elle n'est pas encore en mesure de mettre le mot viol dessus parce que pour elle il y a une dissociation qui s'est faite. Alors la dissociation c'est vraiment une conséquence de ce que l'on vit en termes de
trauma. Et comme je disais, c'est vraiment la manière que notre cerveau a pour nous mettre en sécurité. C'est tout simplement en fait une réaction totalement naturelle du cerveau qui consiste juste à couper et à se dissocier de ce qu'on est en train de vivre. Donc de couper en termes de sensations, de couper en termes d'émotions, de couper en termes de mémoire, à tel point qu'on ait l'impression que c'est pas grave ce qu'on a vécu ou que c'est limite pas peut-être nous qui l'avons vécu. Enfin voilà, il y a vraiment quelque chose qui nous détache totalement de cet événement qui a pu être vécu et qui va vraiment nous mettre dans une situation pour nous empêcher en fait de concrétiser que c'est nous qui l'avons vécu et pour nous empêcher en fait de ressentir pleinement toute la souffrance et pour nous empêcher aussi tout simplement de faire en sorte que ça ait existé. Donc la dissociation, c'est vraiment cette notion où on décide de ne plus rien ressentir et de totalement bloquer, et c'est là où ça va emmener une sorte de confusion, comme je disais, où vraiment on a l'impression que c'était pas dans une réalité ou que c'était pas soi, et il y a comme une sorte aussi de dépersonnalisation de ce qui a été vécu. Donc du coup, il n'y a plus cette notion de se souvenir, il n'y a plus cette notion de sentir, il n'y a plus cette notion même de penser que ça nous est vraiment arrivé, de penser si c'était réellement réel. Et encore une fois, j'insiste bien sur le fait que c'est un mécanisme qui protège. Par exemple, l'idée, tu vois, par rapport à la personne que j'ai pu accompagner hier par rapport à ça, c'est de ne pas forcer, parce que c'est un système qui protège. Et du coup, c'est bien comprendre que si la personne aujourd'hui, elle n'est pas en mesure de nommer ce qu'elle a vécu, si la personne aujourd'hui, elle n'est pas en mesure justement de tout simplement de se réassocier, on va dire, à ce trauma et à ce qu'elle a vécu, c'est qu'aujourd'hui, ce mécanisme la protège et qu'il ne faut absolument pas chercher à forcer, chercher à aller au-delà de ça, parce que c'est vraiment un système de protection que le corps met en place, qui a jugé être le plus efficace à ce moment-là pour pouvoir survivre en fait au trauma qui était en train de se passer, à ce qui était en train de se passer qui était impensable. Et c'est vraiment une réaction traumatique de notre corps et de notre mental, qui va également souvent avec le fait de se figer. Parce que souvent ce qu'on va généralement avoir comme discours en face, et c'est notamment le discours que la personne a eu hier en face de moi lors de notre rendez-vous, c'est que aujourd'hui, elle est dans cet état où elle est dissociée parce qu'elle est incapable de ressentir la peine qu'elle a eue, incapable de ressentir cette souffrance que ça a pu lui faire vivre, cette insécurité et cette colère qu'elle a pu vivre. Cependant, elle est quand même capable d'avoir un discours sur elle-même où elle se dit que c'est de sa faute parce qu'elle n'a pas su dire un stop plus engagé, on va dire. Je mets vraiment des guillemets quand je dis ça, parce qu'en plus dans ce cas-là, c'est vraiment quelqu'un qui a verbalisé pendant que l'acte se passait qu'elle n'était pas ok, que c'est pas ce qu'elle voulait. Mais pour elle, elle n'a pas du coup dû être assez claire, qu'elle n'a pas su réagir, qu'elle n'a pas su pousser la personne et s'enfuir. Et en fait, c'est hyper important de comprendre que c'est pas en fait de votre faute. Et peu importe la personne avec qui ça se passe, peu importe l'âge que vous avez, peu importe les circonstances, il n'y a pas en fait de raison à ça. Il n'y a pas de raison, on n'est pas à l'origine de ces drames qui se passent, et peu importe ce que tu as fait. C'est pas toi qui étais là au mauvais endroit, au mauvais moment, c'est pas toi qui as mal su t'exprimer, c'est pas toi qui l'a provoqué, c'est pas toi qui aurais dû réagir autrement ou qui aurait dû avoir une réaction beaucoup plus franche et beaucoup plus forte. Et c'est pour ça que c'était important pour moi de faire ce ajustement au niveau de la responsabilité. C'est que généralement, ces personnes, justement, elles vont prendre la responsabilité de leur agresseur et vont culpabiliser à la place de leur agresseur, et vont culpabiliser de cet état finalement de
figement, je sais pas si ça se dit, mais du fait d'être figé face à une telle circonstance. Et il ne faut pas oublier que le fait d'être figé, le fait de se dissocier, le fait encore une fois, au bout d'un moment d'avoir dit non, mais de plus avoir la force de rien faire ou de juste ne plus rien faire, c'est un état que notre cerveau et que notre corps pense le plus pertinent et le plus utile pour nous garder en sécurité, pour nous protéger, parce qu'on est en train de vivre une agression qui dépasse l'imaginaire, qui dépasse nos limites, qui dépasse notre consentement, qui dépasse même ce qu'on aurait pu tout simplement penser vivre un jour, et qu'en fait c'est vraiment la conséquence de cette réaction du traumatisme, et que ce n'est pas votre faute si vous vivez ça, ce n'est pas votre faute si vous n'avez pas pu l'éjecter, et ce n'est pas votre faute si après vous avez l'impression que vous êtes totalement dissocié que ça. Tout ça, c'est des processus qu'il faut déculpabiliser, parce que ce sont des processus de notre corps qu'il fait pour nous mettre en sécurité, parce que c'est pas les personnes qui sont victimes de ce genre d'agression, de ce genre d'inceste, de violence, de ce genre vraiment d'actes pervers qui sont à l'origine de tout ça. Et c'est pour ça que c'est bien, parce que c'est en train vraiment de se délier là-dessus, mais il faut vraiment que la honte change de camp. Et aujourd'hui, on voit encore beaucoup de victimes qui culpabilisent et qui ont honte, alors que ce n'est pas de leur faute. Et qu'encore une fois, le fait en effet d'avoir cette dissociation et cet état où on se fige est totalement normal pour se protéger, pour protéger tout simplement notre psyché, et pour pas tout simplement devenir folle, et pour pas tout simplement vriller. Mais ça ne fait pas de vous des personnes qui sont à l'origine de ça. Vous êtes les victimes, et c'est pas, la honte doit pas être sur vous. La honte, c'est sur les pourritures qui vous font vivre ça. Et c'est hyper important de s'en rendre compte, parce que la dissociation, elle est vraiment au centre de la réaction de notre cerveau et de notre corps pour nous protéger de ces événements traumatiques et pour nous protéger face aux mémoires traumatiques. Et c'est hyper aussi important de se rendre compte de l'impact que cette dissociation, elle va avoir après sur les victimes, même au-delà de l'événement traumatisant qui est à l'origine de tout ça. C'est que ça va vraiment avoir un impact après sur plusieurs envers, on va dire, de la vie, notamment le fait justement que le fait de se sentir dissocié, ça fait que la personne est à la fois totalement un peu hermétique à ce qui va se passer ensuite dans sa vie, et qu'elle va avoir l'impression de ne plus avoir vraiment accès à ses émotions, de ne plus vraiment avoir accès à ses ressentis, à ses sensations et à sa conscience quelque part d'elle-même. Et on va être face du coup un peu à une personne, tu vois, qui est assez neutre, quand j'ai le truc médical là qui est plat, mais tu vois, où il n'y a pas vraiment de choses qui mettent en joie, pas vraiment de choses qui déplaisent, voilà, juste quelque chose qui est assez plat, parce qu'en fait c'est une personne qui s'est totalement déconnectée de ce qu'elle ressentait pour rester en vie. On est vraiment clairement sur une notion de survie à ce moment-là, et qu'en fait pour elle, le fait de reconnecter à ses émotions, à ses ressentis, à ses pensées, c'est comme si c'était totalement plus à son accès, que c'était totalement inaccessible du coup. Donc il y a une sorte en fait ça va avoir un impact, on va dire, même sur le côté relationnel, parce que va avoir limite une sorte d'isolement qui va se créer, parce que plus cette comment je vais dire, cette possibilité de connecter finalement à ce qui nous fait nous sentir en vie. Et après aussi, dans l'autre extrême, à l'opposé, on peut aussi souvent retrouver des personnes qui ont été victimes de traumas, que ce soit en effet le viol, l'inceste ou même les violences physiques, qui vont être tout le temps dans des relations où il va avoir de la toxicité, où il va avoir une sorte d'emprise. Pourquoi ? Parce que ces relations-là vont
réactiver, on va dire quelque part, la mémoire traumatique, donc ce qui est à la base de cette dissociation et à la base de cette culpabilité, et vont du coup réactiver très légèrement justement les émotions, les ressentis, les sensations, tout simplement parce que ça va venir... Alors, pas réactiver totalement, parce qu'encore une fois, on a cette dissociation qui fait que ça protège et qu'il y a vraiment un mur qui s'est créé en tout ça, mais c'est la seule chose finalement qui vient retitiller cette chose qui permette finalement à la victime de ressentir des émotions à l'intérieur d'elle et de se sentir, entre guillemets, plus vivante. Et c'est pour ça que généralement, on peut retrouver des personnes qui ont été victimes de trauma qui vont toujours repartir dans des relations qui vont en fait inconsciemment réveiller leur mémoire traumatique, leurs mémoires qui vont être associées à justement ces émotions, à ces ressentis qui ont été pendant longtemps dissociés, qui ont été pendant longtemps comme un peu anesthésiés, et ça va du coup leur faire ressentir une sorte d'intensité qui va leur permettre de se ressentir vivante et de se ressentir du coup tout simplement traversé par des émotions. C'est comme si que du coup vous avez vécu un trauma, que la seule manière de survivre à ce trauma, parce que c'est quelque chose clairement où on a l'impression de mourir, c'était de totalement vous dissocier de la situation, de vos ressentis, de vos émotions, des sensations, et que du coup on a à la fois cette notion où on se fige, parce que tout ça c'est pour notre sécurité, donc on se fige. Du coup, il y a la culpabilité qui vient avec. En plus, on a cette impression d'être totalement dissocié de ce qu'on a vécu et du coup de ne pas avoir l'impression que c'est nous qui l'avons vécu et du coup de ne plus vouloir non plus reconnecter avec nos émotions parce que c'est un peu comme la boîte de Pandore. On sent bien que si on l'ouvre, on a peur de se sentir totalement dévasté et que ça va juste faire, ressortir le trauma. Et c'est comme si que pendant tout ce temps-là, on va avoir une sorte d'isolement social, d'isolement même de soi-même et cette impression un peu d'être morte de l'intérieur parce qu'en fait la dissociation nous donne l'impression qu'on ne ressent plus les choses et qu'on n'a plus de sensations. Et que la seule manière de se rendre compte qu'on est encore vivante et qu'on est encore quelque part notre vie en main, va être inconsciemment de se remettre dans des situations qui vont réactiver notre mémoire traumatique pour nous permettre de ressentir à petite dose, à dose entre guillemets homéopathique, des émotions et des sensations qui sont en effet douloureuses parce qu'elles rappellent le trauma qu'on a vécu, mais qui sont quand même présentes et pour nous donner cette impression pour nous valider en fait qu'on est bien encore vivante et qu'on n'est pas morte. Parce que on a vraiment cette sensation d'être morte, d'être totalement déconnectée et dissociée des émotions et des sensations. C'est pour ça que le trauma, au-delà de l'horreur de ce que c'est que d'avoir vécu ce genre de trauma, ça a vraiment de lourdes conséquences aussi sur aussi bien en termes de santé, parce que c'est vrai que, on n'en parle pas spécialement, mais tout ce qui va être... Notamment, je pense à la fibromyalgie là, parce que c'est souvent quelque chose que je vois énormément chez mes patientes, mais on va avoir beaucoup d'énergie qui vont être bloquées dans le corps. C'est pour ça que c'est important aussi de faire des pratiques où on va venir choquer l'énergie vitale pour permettre en fait à tout ça de décristalliser et on va avoir des douleurs, notre corps va venir en fait exprimer finalement toutes ces émotions qui ont été totalement dissociées, mais ça va aussi amener en effet des conséquences au niveau ressenti et émotionnel avec soi-même, mais aussi avec l'extérieur. Ça va aussi amener en effet des conséquences sur toute cette notion de pas se sentir vivante et d'aller toujours chercher des choses de plus en plus extrêmes. Donc on peut tomber dans les drogues. C'est vrai que j'ai parlé des relations toxiques, mais ça peut être aussi tomber dans les drogues, dans les choses qui vont en fait quelque part ne pas être saines pour nous, mais qui vont nous permettre de nous sentir vivantes. Et c'est vraiment important de déculpabiliser par rapport à ça. Et pour le coup, là, de ne pas prendre cette responsabilité, notamment cette responsabilité de ce qu'on a vécu, qui n'est pas votre faute, parce qu'encore une fois, c'est quelque chose qu'on voit et ça, c'est vraiment quelque chose qui me révolte au plus haut point, mais c'est vraiment quelque chose qu'on voit très souvent chez les victimes d'agression. C'est de prendre une responsabilité qui ne leur appartienne pas et d'être convaincues que si elles auraient crié plus fort stop, que si elles auraient mis un coup de pied,
que si elle n'aurait pas eu tel ou tel langage corporel, conscient ou inconscient, que c'est forcément elle qui aurait dû faire quelque chose autrement ou qui aurait dû être plus virulente entre guillemets. Et non, en fait non, c'est absolument pas de votre faute. C'est absolument pas de votre faute si après si après avoir dit non plusieurs fois et après avoir montré que vous n'étiez pas consentante, vous êtes figé de tétanie, parce qu'encore une fois c'était le seul moyen que votre cerveau et votre corps ont trouvé pertinent pour vous faire sentir en sécurité. Et c'est pas non plus votre faute si après vous avez du mal à le verbaliser, si après vous avez du mal tout simplement à mettre des mots dessus et à ressentir. Tout ça, c'est des réactions normales du corps et du cerveau pour vous faire survivre au trauma. Et donc c'est interdit à qui que ce soit de vous faire culpabiliser. C'est interdit aussi à qui que ce soit de vous forcer la main. Encore une fois, la patience, c'est hyper important pour gérer les traumas. La patience, c'est l'écoute et le fait tout simplement d'avoir une écoute qui est bienveillante et une écoute de compréhension face à ça. Et encore une fois, moi je forcerai jamais une personne à mettre le mot sur ce qu'elle a vécu. Je ne forcerai jamais une personne à aller voir les parts d'elle en souffrance si elle n'est pas prête. L'idée c'est vraiment d'amener de la douceur et de comprendre aussi, de déculpabiliser nos réactions et de comprendre les réactions naturelles de notre cerveau et de notre corps pour survivre à ces situations. Donc voilà, c'était important pour moi de faire ce petit disclaimer sur la responsabilité et le courage, parce qu'en effet, j'étais très virulente dans mes podcasts cette semaine parce que c'est quelque chose qui m'agace profondément, mais là pour le coup j'ai aussi beaucoup d'empathie, beaucoup de douceur et beaucoup d'amour pour ces personnes que je suis en accompagnement et où le processus que j'ai avec elles est totalement différent, et c'était important pour moi du coup de venir mettre de la nuance dans tout ça aujourd'hui. Voilà pour ce dernier épisode de podcast de cette semaine. On se retrouve lundi pour un nouvel épisode. Je serai ravie de pouvoir échanger avec vous, que ce soit par mail ou sur Instagram. Merci beaucoup pour ton écoute et on se retrouve du coup lundi pour un nouvel épisode. Cet épisode t'a plu, pense à lui laisser une jolie note sur ta plateforme d'écoute de ton choix et aussi de le partager aux personnes à qui il pourrait être utile.